À mon dîner d'anniversaire, ma famille m'a démoli, ma situation financière, mon emploi, et m'a appelé notre plus grande déception. Mon père a même menacé de changer son testament. Après leur moquerie, j'ai passé 3 appels. 20 jours plus tard, j'ai reçu 148 messages paniqués de leur part. Je m'appelle Laure Dubois et j'ai 32 ans. Il y a 2 semaines, j'ai payé près de 380 € pour mon propre dîner d'anniversaire, juste pour rester assise pendant que toute ma famille se relayait pour me rabaisser comme si c'était une activité de groupe. Ils avaient choisi le restaurant après que j'ai proposé de payer, une chaîne de restaurants italiens dans un centre commercial. Rien de chic, mais assez cher pour que je le sente en tendant ma carte. Et dès que nous nous sommes assis, ils se sont assurés que je me souvienne exactement à quel point ils pensaient que j'étais insignifiante. Ma mère a demandé comment se passaient les appels de réclamation à mon travail. Et avant que je ne puisse répondre, elle a dit à la table que lorsque les gens à l'église lui demandaient ce que je faisais, elle répondait simplement, elle travaille dans la gestion administrative de la santé. Parce que dire « je gère des litiges de facturation toute la journée », ça sonne triste. Mon père a interrompu pour se vanter qu'une de mes cousines venait de finaliser l'achat de son 3e appartement dans le Midi. Elle a quel âge, 28 ans? A-t-il dit en me regardant droit dans les yeux, puis il a ajouté que ça devait être agréable de ne plus louer une minuscule chambre en sous-sol chez un inconnu à mon âge. Mon frère a plaisanté en disant qu'au moins je n'avais pas à entretenir une maison entière, car je ne pouvais même pas maintenir un compte épargne. Ma sœur a traversé le panier à pain, a saisi mon téléphone posé face visible, a tapoté mon application bancaire comme si elle en avait le droit, et a brandi l'écran pour que tout le monde puisse voir les 45 € négatifs sur mon compte courant. Elle a ri et leur a dit que quelqu'un devrait prendre une photo, car qui d'autre se présente à son propre anniversaire aussi fauché? Je suis restée assise pendant que ma tante me comparait au fils d'un voisin, qui avait une nouvelle voiture hybride et une maison de ville. Mon frère a rappelé que mes professeurs me qualifiaient de douée, puis il a agité sa fourchette vers moi en disant « Maintenant, tu n'es que ça ». Finalement, mon père s'est levé, son verre au-dessus de la table, et a dit qu'il voulait porter un toast d'anniversaire. Je savais au fond de moi que ce ne serait pas le genre de toast que l'on encadre, mais je n'étais toujours pas prête pour les mots qui sont sortis de sa bouche. Alors, voici ce que mon père a réellement dit, son verre de vin suspendu au-dessus de ma part de tiramisu d'anniversaire. Il a éclairci sa gorge, a regardé tout le monde sauf moi, et a dit, à notre plus grande déception, puisse-t-elle au moins trouver quelqu'un d'assez riche pour l'empêcher de revenir à la maison. Puis il a ri de sa propre blague pendant que ma mère et mes frères et sœurs trinquaient leur verre au-dessus de ma tête comme si c'était la chose la plus drôle qu'il ait jamais entendue. Personne n'a hésité. Personne n'a tiqué. Même ma cousine s'est jointe à eux. Je suis restée assise, les mains sur mes genoux, mon couteau et ma fourchette intactes, sentant mes oreilles chauffer tandis qu'un couple à la table d'à côté essayait de ne pas regarder. Ma mère a pris une gorgée et a ajouté, presque par hasard, qu'elle et mon père avaient récemment mis à jour leur testament. Nous avons décidé que tout irait aux enfants qui savent quoi en faire, a-t-elle dit, les yeux toujours rivés sur son assiette. Laure le gaspillerait simplement en loyer et en livraison de courses. Mon frère a ricané et a dit qu'au moins, j'avais maintenant une motivation. Ma sœur m'a donné un coup de coude et m'a dit de ne pas être si susceptible, que c'était juste de l'honnêteté familiale. Et allais-je vraiment bouder alors qu'ils essayaient de m'aider? Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas repris mon téléphone ni claqué la porte. J'ai plutôt demandé l'addition au serveur. Quand le petit dossier noir est arrivé, mon père a tapoté ses poches comme s'il allait chercher son portefeuille, puis a laissé tomber sa main et a dit « Tu t'en occupes, n'est-ce pas, la fille de l'anniversaire ?» Le total, avec les taxes et le pourboire, était un peu plus de 400 €. Ma carte est passée uniquement parce que c'était une carte de crédit, et non le compte courant vide qu'il venait de se passer comme un projet de groupe. Dehors, dans le parking froid, tout le monde est soudain redevenu normal. Ma mère m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'elle me verrait pour les préparatifs de Noël. Mon frère m'a tapé sur l'épaule. Ma sœur m'a demandé si je voulais la photo de groupe qu'elle avait prise juste après le toast. Personne ne s'est excusé. Personne n'a vérifié si j'allais bien. Je suis retournée au studio en sous-sol que je loue à un veuf nommé Patrick, de l'autre côté de la ville de Villefranche.
Je me suis garée et je suis restée dans ma voiture, le moteur éteint, assez longtemps pour que les vitres s'embuaient. Je n'arrêtais pas d'entendre ce mot dans ma tête, déception, comme si c'était maintenant mon titre officiel. Quand je suis finalement rentrée, j'ai fait 2 choses. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté 3 comptes qui régissaient tranquillement ma vie depuis des années. Puis j'ai passé 3 appels téléphoniques. Un à un organisme de crédit immobilier dans une autre région, un à un organisme de crédit automobile, et un à mon propriétaire à l'étage. Quand je me suis couchée quelques heures plus tard, rien dans leur monde n'avait encore changé. Ils riaient encore de leur petit toast, complètement inconscients que je venais de leur retirer le seul filet de sécurité qu'ils avaient réellement. Le plus drôle, c'est que ma famille a toujours parlé de moi comme de celle qui retenait tout le monde, l'enfant qui n'avait jamais vraiment décollé. Mais si vous regardiez mes relevés bancaires des 6 dernières années, vous penseriez que j'étais la seule à maintenir tout ensemble pendant qu'ils se moquaient de mes 45 € de découvert à cette table. Ils n'avaient aucune idée que la raison pour laquelle mon compte courant frôlait le vide la plupart du temps, c'est que chaque mois depuis mes 26 ans, entre 750 et 1100 € étaient directement prélevés de mes salaires pour payer leurs factures. Mon travail dans la facturation médicale n'est pas mal payé pour ma ville, environ 40 000 € par an, mais ce n'est pas de l'argent magique. Lorsque l'entreprise de rénovation de mon père a commencé à ralentir, il m'a appelé et m'a dit qu'ils étaient un peu courts pour le prêt immobilier. Et si je pouvais les aider juste quelques mois jusqu'à ce que plus de contrats arrivent. Le prêt immobilier sur leur maison de 3 chambres en banlieue est de près de 2 800 € par mois. Le travail à temps partiel de ma mère dans un cabinet dentaire couvre les courses et les charges quand les choses vont bien, mais c'est tout. J'ai donc mis en place un virement automatique de mon compte directement à leur prêteur immobilier. Je me suis dit que ce serait temporaire. Puis, quand mon frère Eric a voulu un nouveau SUV pour son travail de commercial, et que son historique de crédit n'était pas assez bon, il m'a demandé de me porter garante. Il a promis que je n'aurais jamais à payer quoi que ce soit. 3 fois différentes en 2 ans, il a appelé juste cette fois quand il était en retard. Et au lieu de laisser le prêt faire défaut, j'ai effectué le paiement. L'automne dernier, la banque connaissait mon numéro de carte par cœur chaque fois que ce compte était en jeu. Pendant ce temps, ma mère insistait pour que je ne mentionne rien de tout cela à mon frère et ma sœur, car cela ne ferait que créer des drames. Ils me voyaient donc comme la fauchée, celle qui louait un sous-sol, tandis que mon argent garantissait discrètement que mes parents gardaient leur maison et que mon frère gardait sa voiture rutilante. Après le dîner, je suis devenue silencieuse. Je n'ai pas répondu au message de ma mère concernant le choix d'un jour pour notre petit Noël en famille. J'ai laissé les appels manqués de mon père s'accumuler sans écouter les messages où il disait qu'il plaisantait. Ma sœur m'a envoyé des captures d'écran de cette nuit-là. Celle avec mon solde bancaire encerclé en rouge comme un genre de mème. Mon pouce a hésité sur le bouton de réponse plus d'une fois, mais je ne leur ai rien donné. Au travail, je gardais mon casque, traitais les réclamations et ignorais le téléphone vibrant, face cachée dans mon tiroir. Le 10e jour après le dîner, ma mère m'a envoyé un long message disant qu'elle était préoccupée par ma distance et que la famille ne devait pas laisser les malentendus s'envenimer. Elle n'a pas mentionné le toast ni le testament, ni le fait qu'ils avaient ri alors qu'elle me traitait de gâchis d'héritage. Le 15e jour, mon père a laissé un message vocal disant qu'ils avaient quelque chose d'important à discuter concernant la maison. Mais personne n'a encore prononcé le mot « désolé ». Puis, 20 jours après ce dîner, je me suis assise pendant ma pause déjeuner, j'ai enfin compté et réalisé qu'entre mes parents, mon frère, ma sœur, ma tante et ma cousine, ils m'avaient envoyé 148 messages par tous les canaux possibles, SMS, messages vocaux, réseaux sociaux, emails. Tous exigeant de savoir pourquoi je les ignorais, me demandant ce que j'avais fait, me mettant en garde contre les conséquences. Ils perdaient pied, et ils ne connaissaient toujours pas le simple fait sous-jacent à tout cela. La seule raison pour laquelle leur vie ne s'était pas effondrée des années auparavant était assise dans un cubicule beige, avec un badge autour du cou, essayant très fort de ne pas vomir à cause du mélange de colère et de soulagement. Chaque fois qu'un autre « appelle-moi maintenant » vibrait et restait sans réponse. Lorsque le calendrier a affiché le 1er du mois suivant mon anniversaire, les 3 appels que j'avais passés depuis mon sous-sol cette nuit-là sont finalement apparus dans leur monde. Le paiement automatique que j'envoyais au prêt immobilier de mes parents depuis 6 ans n'est pas passé car je l'avais annulé.
Et au lieu de couvrir discrètement le manque, comme il le faisait toujours, la banque a essayé de prélever sur le compte presque vide de mon père, l'a mis dans le rouge et a envoyé une lettre d'avertissement. Ma mère a fait exploser mon téléphone de messages ce matin-là, disant que quelque chose n'allait pas avec notre prélèvement automatique, comme s'il leur appartenait, demandant si la banque avait fait une erreur. Mon père, qui déteste normalement traiter avec le service client, a laissé un message vocal grognant à propos de ses prêteurs qui jouent des tours. Je savais exactement ce qui s'était passé. J'étais resté en attente avec cette société de crédit immobilier pendant que le serveur du restaurant emballait mon plat non consommé. J'avais écouté le représentant confirmer mon nom et les 4 derniers chiffres du compte que je payais, puis je lui avais demandé de retirer ma carte et d'annuler le prélèvement. Elle avait semblé presque surprise que ce soit moi qui paie, et non les propriétaires du prêt, et m'avait poliment rappelé que sans autre méthode enregistrée, la prochaine échéance ne serait pas respectée. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je suis passé à l'organisme de crédit automobile. Le 7 du mois, mon père m'attendait sur le parking devant mon bureau à Villefranche, à la fin de mon service. Il faisait déjà nuit, mais j'ai reconnu son pick-up garé de travers sur 2 places. Il s'est posté devant ma petite voiture avant que je ne puisse démarrer et m'a fait signe de baisser la vitre. Nous devons parler de la maison, a-t-il dit, essayant de garder sa voix basse pendant que d'autres employés passaient. Je lui ai dit que j'avais un rendez-vous, ce qui était un mensonge. Je n'avais nulle part où aller cette nuit-là, sauf loin de lui. Il a posé ses mains sur mon capot et a demandé pourquoi les gens du crédit immobilier disaient que le paiement automatique avait été annulé. Je lui ai rappelé que c'est moi qui l'avais mis en place et que c'est moi qui pouvais l'arrêter. Sa bouche s'est ouverte et fermée 2 fois comme un poisson avant qu'il ne trouve ses mots. « Tu ne peux pas juste faire ça, a-t-il dit. Nous comptions sur toi. » Je lui ai demandé s'il se souvenait de ce qu'il avait dit à mon dîner d'anniversaire quand il avait brandi son verre au-dessus de mon gâteau. Il a reniflé. Ses yeux se sont détournés. Il a marmonné quelque chose comme « juste te donner un coup de pouce ». J'ai mis ma voiture en marche arrière et je lui ai dit que la banque lui en avait donné un aussi, puis j'ai reculé pendant qu'il criait encore mon nom. Cette nuit-là, mon frère Eric a finalement fait le lien. Il m'a appelé depuis son appartement, la voix déjà forte avant même que je ne dise bonjour. « As-tu arrêté de payer ma voiture ?» a-t-il exigé. Au cours des 2 dernières années, chaque fois qu'il était en retard, j'étais allé en ligne pour m'assurer que le paiement était couvert avant le 15 du mois. Les 3 appels que j'ai passés après le dîner avaient inclus l'organisme de crédit automobile, non seulement pour demander ce qui se passerait si j'arrêtais de couvrir, mais pour leur dire que je n'autoriserais plus aucun prélèvement. La femme au téléphone avait expliqué que si l'emprunteur principal restait en retard, le compte tomberait en défaut de paiement, éventuellement, le véhicule serait repris, et que nos 2 scores de crédit en souffriraient. « Tu nous sabotes tous les 2 juste pour prouver un point étrange », a dit mon frère maintenant, respirant difficilement au téléphone. Je lui ai demandé s'il se souvenait de ma sœur qui diffusait mon solde bancaire à toute la famille. S'il se souvenait d'avoir ri quand ma mère avait dit que je gaspillerais tout héritage. S'il se souvenait d'avoir trinqué son verre quand notre père avait porté un toast à ma déception. Il a dit qu'il plaisantait juste. Que j'étais dramatique. Que la famille avait toujours plaisanté comme ça. Je lui ai dit qu'à partir de ce mois-ci, il découvrirait ce que ça fait d'être traité comme un adulte. Puis j'ai raccroché avant qu'il ne puisse retourner la situation. 2 jours plus tard, en me rendant au travail, j'ai vu à travers les portes vitrées du hall d'entrée une dépanneuse accrocher son SUV rutilant sur le parking visiteur où il l'avait garé pour me surprendre. Il était là, en chemise, parlant rapidement au téléphone tandis que quelques-uns de ses collègues regardaient depuis le trottoir. Un des gardes s'est interposé entre nous alors que j'approchais, déjà briefé après mon avertissement antérieur que ma famille pourrait se présenter. Mon frère m'a vu, m'a pointé du doigt et a crié que c'était de ma faute. Mais j'ai simplement montré mon badge, je suis passée et je me suis assise à mon bureau, sachant que pour la première fois depuis que j'avais signé mon nom à côté du sien sur ce prêt, les conséquences de ces choix atterrissaient enfin là où elles devaient être. La semaine après que la dépanneuse ait emporté le SUV de mon frère, ma vie dans ce studio en sous-sol a commencé à ressembler moins à un foyer et plus à un piège qui me maintenait à une distance de conduite de personnes qui ne pensaient rien de m'utiliser comme un distributeur automatique qu'elles pouvaient insulter. Alors,
j'ai frappé à la porte à l'étage et j'ai dit à Patrick, mon propriétaire, que je déménagerais d'ici le milieu du mois prochain. Nous étions sur un arrangement au mois depuis un certain temps. C'est un professeur de lycée veuf qui loue le sous-sol aménagé pour couvrir des extras. Et quand je lui ai dit que je partais pour des raisons professionnelles, il a seulement demandé une date ferme, il m'a même proposé de me faire une lettre de recommandation pour de futurs propriétaires. Je suis redescendue et j'ai payé 3 semaines dans un hôtel de séjour prolongé de l'autre côté de la ville de Villefranche, en utilisant une partie de l'argent que j'avais mis de côté sur un compte épargne en ligne dont ma famille ignorait l'existence. Près de 18 000 € accumulés lentement sur 3 ans en vivant à l'économie tout en leur envoyant la majeure partie de ce que je gagnais. Le déménagement lui-même a été rapide. Tout ce que je possède tient dans le coffre de ma petite voiture, 2 valises, quelques bacs en plastique, une bibliothèque chinée. J'ai laissé une lampe pour le prochain locataire. Au moment où ma mère a compris que j'étais partie, c'était parce qu'elle était venue en voiture pour me demander en personne pourquoi son organisme de crédit immobilier lui facturait maintenant des frais de retard. Patrick m'a envoyé un message plus tard ce jour-là, disant qu'une femme était venue me chercher, se disant ma mère, et quand il lui a dit que j'avais déménagé, elle a insisté pour savoir où, pour mon nouveau numéro, a même essayé de regarder par-dessus son épaule dans les escaliers. Il lui a poliment dit qu'il ne pouvait pas partager les informations d'un ancien locataire, non par loyauté envers moi, mais parce que c'était sa façon de faire. Ma mère a répondu en m'envoyant une série de messages me traitant de froide, égoïste, ingrate, et exigeant que j'explique ce que j'avais fait à leur compte. Ma tante Diane a commencé à appeler de son salon entre 2 coupes de cheveux, laissant des messages vocaux disant que je détruisais mes parents quand je ne répondais pas. Elle a envoyé un message me disant que sa fille Marine, la même cousine citée en exemple à mon anniversaire, était choquée que j'abandonne ma famille. J'ai pris une capture d'écran de 6 ans de virement mensuel de mon application bancaire, ceux étiquetés avec les noms de mes parents et l'organisme de crédit immobilier, les montants éplés ligne après ligne, et je l'ai envoyé directement à Marine sans légende. 1 heure plus tard, elle a répondu, « C'est réel ?» Je lui ai dit de demander à sa mère et à la mienne. Ma sœur Marine m'a finalement trouvé en personne dans une épicerie près de mon bureau. Je m'étais garée loin de mon bâtiment pour éviter mon père. Mais en cherchant une boîte d'œufs, j'ai entendu mon nom et me suis retournée pour la voir avec un panier de courses et des cernes sous les yeux. « Nous devons parler » a-t-elle dit, bloquant mon chariot avec le sien. J'ai essayé de la contourner. Elle m'a suivi. « As-tu la moindre idée de ce que tu fais à maman ?» a-t-elle dit. Elle ne dort plus. Papa a l'air malade. Il pourrait perdre la maison. Je lui ai demandé si elle avait toujours la photo qu'elle avait prise de mon solde bancaire lors de mon dîner d'anniversaire. Son visage a rougi. Elle a essayé de me dire que cette nuit-là, c'était juste eux qui essayaient de me réveiller. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mon historique de transactions et je l'ai tenu de manière à ce que seule elle puisse voir. Des années de virements réguliers, tous ces montants à 3 et 4 chiffres dont elle n'avait jamais pris la peine de se soucier. Elle a fixé l'écran si longtemps que la musique automatique du magasin a bouclé 2 fois, puis elle a murmuré, « Pourquoi ils ne nous ont jamais dit ça ?» Je lui ai dit de rentrer chez elle et de demander. De regarder autour d'elle tous les nouveaux objets que nos parents avaient achetés ces dernières années et de comprendre quel salaire avait réellement payé pour tout cela. Elle ne m'a pas suivi jusqu'à la caisse. Plus tard cette nuit-là, ma mère a appelé en hurlant que je n'avais pas le droit de parler de leurs arrangements financiers privés à mes frères et sœurs, que je les montais contre elle. Mais chaque fois qu'elle lançait une nouvelle accusation, tout ce que j'entendais était sa voix au-dessus de mon gâteau d'anniversaire, disant à une table pleine de gens que tout ce qu'elle me laisserait serait simplement gaspillé. Et pour une fois, je ne l'ai pas laissé parler assez longtemps pour noyer mes propres pensées. La semaine de Noël est arrivée comme une tempête qui ne soufflait que dans une seule direction, directement sur mon téléphone, mon email, ma ligne professionnelle. Ma mère a envoyé un email depuis une adresse qu'elle n'utilisait habituellement que pour des coupons en ligne, écrivant paragraphe après paragraphe sur la façon dont la famille est censée pardonner. Comment elle m'avait mieux élevée que pour garder rancune pour des blagues. Comment mon père était assis à la table de la cuisine tard dans la nuit, triant les factures et marmonnant. Comment la banque avait entamé un processus qui pourrait les faire perdre tout ce pourquoi ils avaient travaillé. Mon père m'a envoyé un message disant qu'il savait qu'il était allé trop loin au dîner,
à blâmer le vin et le stress, et à affirmer qu'il ne pensait pas ce qu'il disait quand il m'avait traité de déception. Mais sa version des excuses a immédiatement glissé vers des rappels que, tu sais, nous avons besoin de toi en ce moment. Mon frère Eric a de nouveau tenté de se montrer devant mon bureau le 26 décembre. Cette fois, la sécurité n'a pas attendu que je le demande. Ils sont sortis sur le trottoir où il faisait les 100 pas au téléphone et lui ont dit qu'il ne pouvait pas traîner. Quand il m'a pointé du doigt à travers la vitre et a dit « c'est ma sœur », ils se sont quand même interposés entre nous. Plus tard, il a envoyé un message disant qu'aller à mon travail était le seul moyen de me faire affronter ce que je faisais. Il a dit que si je devais les abandonner, je devrais au moins les écouter en personne. J'avais déjà dit à ma responsable que des problèmes personnels pourraient déborder sur le parking, et elle m'avait discrètement dit que tant que je faisais mon travail, il me soutiendrait. Au milieu de tout cela, ma collègue Jasmine a glissé une tasse de voyage de café sur mon bureau un matin et m'a demandé sans indiscrétion comment j'allais. Je lui ai raconté plus que prévu sur le dîner, sur l'argent, sur les appels que j'avais passés ensuite. Elle ne m'a pas dit que j'exagérais. Elle n'a pas suggéré que je m'assoie et que j'en parle avec des gens qui venaient de m'humilier. Elle m'a posé une question différente, s'ils n'étaient pas tes proches, tolérerais-tu cela? Quand j'ai répondu non, elle m'a parlé d'un poste entièrement à distance qu'une de ses amies avait mentionné dans une entreprise liée à la technologie dans une autre région. Meilleur salaire, plus de possibilités d'avancement. Elle m'a envoyé l'annonce et s'est assise avec moi pendant ma pause déjeuner pendant que je réécrivais mon CV. Au cours de la semaine suivante, entre les messages en colère concernant les avis de saisie immobilière et le chantage émotionnel sur le « Noël gâché », j'ai eu 3 entretiens vidéo depuis le petit bureau de ma chambre d'hôtel, mon ordinateur portable calé sur une pile de menus de plats à emporter. Pendant que ma famille allumait son sapin sans moi pour la première fois, je répondais à des questions sur les codes de refus et la gestion des flux de travail, avec une étagère neutre en arrière-plan. Quand ma tante Diane a appelé la veille de Noël pour dire qu'elle avait honte de moi, m'a dit que j'avais tant de potentiel et que je l'avais gâché à répondre au téléphone dans un cubicule, j'ai presque ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'elle répétait toujours le même scénario sur ma promesse gâchée, même si le résultat de cette promesse, ma carrière stable, bien que peu impressionnante, était la seule raison pour laquelle sa sœur était restée dans une maison qui semblait maintenant construite sur mon dos. Je lui ai dit calmement qu'en 6 ans, j'avais envoyé plus de 65 000 € à mes parents, que le SUV réquisitionné de mon frère portait mon nom sur les papiers, que chaque fois que ma mère exhibait une nouvelle tablette ou que mon père se vantait de leur voyage en Floride, c'était ma carte qui avait libéré leur argent. Il y a eu un long silence. Puis elle a dit, ils n'ont jamais dit ça, comme si cela excusait quoi que ce soit. Cette nuit-là, alors que les fins rideaux de l'hôtel laissaient passer les reflets colorés des décorations de quelqu'un d'autre à l'extérieur, j'ai ouvert un email avec l'objet « offre ». Et pour la première fois, j'ai lu un chiffre qui correspondait réellement à l'énergie que j'avais déployée au travail pendant des années. La lettre d'offre était datée du 9 janvier. Le salaire de base était de 68 000 € par an, entièrement à distance, basé dans l'ouest du pays, dans une ville que je n'avais vue qu'à la télévision. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai signé électroniquement et j'ai fixé l'écran de confirmation jusqu'à ce que mon téléphone s'illumine à nouveau avec le nom de mon frère. Je n'ai pas reconnu le numéro car il avait emprunté celui de quelqu'un d'autre. Nous devons nous asseoir et régler ça, a-t-il dit avant que je ne puisse dire bonjour, la voix tendue. La maison. Maman, papa, ça a assez duré. Je lui ai demandé ce que je devais régler exactement. Il a dit que j'étais têtue, que je m'accrochais à une mauvaise soirée et que je l'utilisais comme excuse pour me soustraire à mes responsabilités. Je lui ai rappelé que mes responsabilités ne m'avaient jamais réellement appartenu. Que personne n'avait droit à mon salaire, surtout pas des gens qui s'étaient alignés pour se moquer de moi parce qu'il me restait si peu. Quand il a commencé à énumérer toutes les façons dont nos parents avaient toujours été là pour nous, je lui ai demandé si cette implication avait inclus le fait de me traiter avec un respect élémentaire en public. Il n'a pas répondu. Il est juste revenu sans cesse au même point, que la famille s'effondrait et que je la laissais faire. Je lui ai dit que j'avais accepté un nouveau poste et que je déménagerais à plusieurs régions d'ici la fin du mois. Il a exigé de savoir où, disant qu'il méritait au moins de savoir comment me joindre. J'ai dit calmement que le but de déménager était qu'il ne puisse plus se présenter à mon travail ou à ma porte.
Il m'a traité de sans cœur. Je lui ai demandé s'il trouvait que brandir mon téléphone pendant le dîner pour montrer à tout le monde mon découvert était gentil. Et pour une fois, il n'a pas eu de réplique intelligente. La dernière véritable tentative de ma mère est venue le lendemain. Elle a appelé. Et quand j'ai laissé son appel aller à la messagerie vocale, elle a suivi avec un message disant qu'elle avait fini de supplier. Que si je ne rappelais pas ce jour-là, je n'étais plus sa fille. Comme si je n'avais pas déjà entendu ce verdict dans chaque mot qu'elle prononçait au-dessus de mon gâteau. Mon père a tenté un dernier message empreint de culpabilité, disant qu'il avait été sous pression quand il avait dit ce qu'il avait dit, et que perdre la maison le briserait. J'ai pensé à toutes les nuits où ma propre poitrine s'était serrée après leur avoir viré de l'argent dont j'avais besoin pour mon propre loyer. Comment personne n'avait jamais considéré ce stress comme digne d'être mentionné. Puis j'ai ouvert les paramètres de mon téléphone et j'ai bloqué tous leurs numéros, ainsi que ceux de mes tantes, de mes cousines, et même de mes frères et sœurs. Je les ai bloqués sur les réseaux sociaux, j'ai marqué leurs emails pour qu'ils aillent directement dans un filtre que je n'ouvrirai jamais. 2 mois plus tard, après avoir déballé mes affaires dans un appartement modeste mais propre d'une chambre dans une ville ensoleillée de Provence-Alpes-Côte d'Azur, où personne ne connaît mon nom de famille, une connaissance commune de Villefranche m'a envoyé un court message. La maison de tes parents est listée sur un site d'enchères. La banque avait agi plus vite que je ne l'avais prévu, sans plus de paiement secret pour masquer les lacunes. Les arriérés s'étaient accumulés. La saisie immobilière a eu lieu. La maison s'est vendue pour moins que ce qu'ils devaient. Et mes parents sont partis, non pas avec de l'équité, mais avec une mention sur leur dossier de crédit qui les suivra pendant des années. Mon frère Éric, déjà entaché par la réquisition de son SUV, a eu du mal à trouver des propriétaires disposés à lui louer sans caution supplémentaire. Ma sœur Marine a épuisé ses petites économies en essayant de maintenir nos parents dans une location décente. Puis elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas non plus les soutenir. Les clientes du salon de ma tante Diane, qui avaient entendu pendant des années parler de son neveu réussi et de sa fille avec 3 propriétés dans le Midi, entendaient maintenant des histoires différentes murmurées sous les sèche-cheveux. À propos d'un couple qui laissait un enfant financer leur mode de vie tout en la traitant de gâchis de potentiel. Quand je pense à eux maintenant, j'imagine une maison aux lumières éteintes et une boîte à clés sur la porte. Un endroit qui a symbolisé pendant des décennies tout ce dont ils étaient fiers, réduit à une ligne sur la feuille d'investissement de quelqu'un d'autre. Et je me pose la question que j'aurais aimé que quelqu'un me pose il y a des années, que dois-tu aux personnes qui n'aimaient que la version de toi qui les mettait à l'aise ? Je ne me sens pas triomphante qu'ils aient tant perdu. Mais je ressens quelque chose qu'ils ne m'ont jamais donné, la paix. Ils ont passé des années à me dire que j'étais leur plus grande déception. Il s'avère que la vraie honte, c'est la rapidité avec laquelle leur monde s'est effondré une fois que la déception a finalement choisi de se sauver elle-même. Quelques jours plus tard, ma cousine Marine m'a contactée par message direct sur les réseaux sociaux. Ta mère a dit que la banque avait lancé des procédures de saisie immobilière. C'est réel ? Je lui ai confirmé qu'ils étaient en retard de paiement et que la banque avait probablement envoyé un avis après 30 jours de retard. Elle a répondu, elle dit à tout le monde que tu les as pris par surprise. Je lui ai demandé si ma mère avait également dit à tout le monde que j'avais couvert leur prêt immobilier pendant des années. Elle a envoyé 3 points de suspension, puis non, elle a en quelque sorte omis cette partie. À peu près à la même semaine, mon frère Éric s'est de nouveau présenté au centre de self-stockage. Cette fois, la sécurité l'a arrêté avant qu'il n'atteigne la porte d'entrée, car le directeur avait signalé sa scène précédente sur le parking. Il m'a envoyé un message après, me traitant de pathétique d'avoir impliqué la sécurité, sous-entendant que protéger mes limites au travail était en quelque sorte une trahison. Ma sœur Marine, qui était restée silencieuse depuis notre confrontation sur le parking, m'a finalement recontacté, cette fois avec un ton plus modéré, me demandant si je pouvais la rencontrer dans un café près du centre commercial. J'ai accepté, plus par curiosité de savoir quelle version de l'histoire mes parents racontaient maintenant qu'autre chose. Elle est arrivée l'air épuisé, a commandé une boisson d'une main tremblante, et a dit, ils vont perdre la maison. Ils ont reçu une autre lettre. J'ai entendu papa parler de peut-être déclarer faillite. Il n'arrête pas de dire, si seulement tu leur pardonnais et que les choses redeviennent comme avant, ils pourraient arranger ça.
Je lui ai demandé si elle croyait sincèrement que la solution à des années d'irrespect était que je reprenne tranquillement l'envoi de mon salaire au même. Personne qui s'était moqué de moi avec cette capture d'écran de solde négatif. Elle n'a pas répondu directement, disant simplement « Je ne sais pas quoi faire d'autre ». Et c'était ça. Ils n'avaient jamais envisagé d'ajuster leurs propres dépenses, de vendre des choses, de réduire leurs biens, de demander aux enfants dont ils étaient fiers de prendre leurs responsabilités. Dans leur esprit, la seule solution acceptable était de reconstruire le même pipeline invisible de mon compte au leur. L'entretien que j'attendais s'est transformé en une offre une semaine plus tard. Un poste d'opération clientèle à distance pour une entreprise de logiciels basée dans l'ouest du pays qui payait presque le double de ce que je gagnais au centre de service client. C'était comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans une pièce étouffante. J'ai accepté, donné mon préavis de 2 semaines et commencé à chercher des appartements non seulement de l'autre côté de la ville, mais à travers les frontières des régions. Si ma famille pouvait se présenter à mon travail et à ma porte dans une seule ville, j'ai réalisé que la seule véritable limite qui tiendrait était une distance qu'ils ne pouvaient pas facilement franchir en voiture. J'ai donc encerclé une ville sur la carte où je ne connaissais personne, où mes parents n'avaient ni cousins ni vieux amis, et j'ai commencé à planifier un déménagement dont ils ne sauraient rien avant que je ne sois déjà partie. Au moment où la nouvelle année est arrivée, les conséquences que ma famille avait passé des années à fuir les avaient finalement rattrapées et commençaient à les submerger. Mes parents ont reçu un avis formel de leur banque début janvier, leur donnant un calendrier clair pour la saisie immobilière. Ils étaient officiellement en défaut de paiement. Les frais de retard et les pénalités s'étaient accumulés si haut qu'il n'était plus possible de prétendre qu'il s'agissait d'un revers mineur. Leur carte de crédit, qu'ils avaient utilisée comme une deuxième source de revenus aussi longtemps que je m'en souvenais, était plafonnée, et plusieurs avaient été fermées. La petite entreprise de construction de mon père, qui survivait depuis des années grâce au bouche à oreille et à des emplois au noir, a perdu son dernier gros client lorsqu'il a dû admettre qu'il ne pouvait pas avancer le coût des matériaux. Le travail à temps partiel de ma mère dans un cabinet dentaire couvrait à peine les courses. Eric prenait des VTC pour se rendre à la concession, car son camion, celui dont j'avais été garante, était sur un terrain à 60 km de là avec un autocollant d'enchères orange vif sur le pare-brise. Son score de crédit avait tellement chuté à cause de la réquisition que même louer un appartement seul allait être un combat. Marine était coincée à jouer les chauffeurs quand elle n'était pas au travail, jonglant avec ses propres factures et la pression constante de mes parents pour juste mettre cette chose sur ta carte afin qu'ils puissent combler le fossé. Ma tante Diane, après avoir vu les virements de ses propres yeux et réalisé tout ce que j'avais investi dans cette maison pendant 6 ans, s'est discrètement retirée de son rôle de principale défenseuse, a cessé de prendre certains appels de ma mère. Ce qui n'a fait que rendre ma mère plus frénétique. Au milieu de tout cela, j'emballais des cartons dans ma chambre d'hôtel, les étiquetant du nom d'une ville qu'aucun d'eux ne savait que j'avais choisie. Signant un bail par email pour un appartement modeste d'une chambre dans une banlieue de Marseille qui correspondait confortablement au budget de mon nouveau travail à distance. J'ai commencé ce travail début février, vivant encore avec des valises et des bacs en plastique, apprenant de nouveaux logiciels et rencontrant des collègues par appel vidéo, dont aucun n'avait jamais entendu les noms de mes parents. Dont aucun ne se souciait que ma cousine possède des propriétés ou que mon frère conduisait un beau camion. Dans ce nouvel espace, leur voix était enfin silencieuse. Une semaine avant ma date de déménagement, mon père a fait une dernière tentative, en m'envoyant un message depuis un numéro que je ne reconnaissais pas parce que j'avais bloqué son numéro principal, écrivant « Nous savons que nous avons fait des erreurs au dîner. Nous sommes allés trop loin, mais tu es toujours notre fille. Nous devons nous asseoir et faire un plan. Nous ne pouvons pas faire ça sans toi. » Les mots « nous ne pouvons pas faire ça sans toi » m'ont dit tout ce que je devais savoir sur la façon dont il me voyait encore. Non pas comme une personne avec sa propre vie, mais comme un filet de sécurité ambulant qui avait osé s'écarter. Ma mère a envoyé un long email parlant de la façon dont toute leur vie était dans cette maison. Comment aucun parent ne devrait avoir à s'inquiéter d'être sans abri, comment elle ne pouvait pas dormir, sachant que des étrangers pourraient un jour traverser sa cuisine lors d'une visite libre. Jamais elle n'a reconnu que j'avais déjà été à un salaire près de ne pas payer mon propre loyer pendant des années à cause d'eux. Que j'avais passé plus de nuits que je ne pouvais en compter éveillée dans un grenier, me demandant comment j'allais faire durer un budget de 18 € pour les courses pendant 2 semaines parce que j'avais accepté de leur envoyer 900 € au lieu de 600.
J'ai lu ces messages une fois puis je les ai classés dans un dossier que j'ai nommé « Preuve » au cas où ils essaieraient un jour de réécrire l'histoire. Le jour où j'ai quitté la Normandie, ma voiture tellement pleine que je pouvais à peine voir par la lunette arrière, j'ai éteint mon téléphone pendant plusieurs heures. Quand je l'ai enfin rallumé à une station-service quelque part dans le Limousin, il y avait plus d'appels manqués, plus de messages, plus de « s'il te plaît », mais je n'ai pas répondu. Un mois plus tard, debout dans mon petit mais ensoleillé salon en Provence, regardant les meubles d'occasion que j'avais choisis pour moi-même, me connectant à un compte bancaire qui ne saignait plus pour couvrir le prêt immobilier de quelqu'un d'autre. J'ai reçu une dernière mise à jour par l'intermédiaire d'une cousine qui me suit toujours sur les réseaux sociaux. Mes parents avaient perdu la maison. La banque l'avait mise aux enchères. Ils déménageaient dans une location exiguë de 2 chambres dans un quartier moins désirable de la ville, payant presque autant en loyer que leur ancienne mensualité de prêt immobilier parce qu'ils avaient attendu trop longtemps pour s'adapter. La plupart de leurs biens superflus, le grand canapé d'angle, le barbecue sophistiqué, les sacs à main de créateurs que ma mère aimait publier en ligne, avaient été vendus au compte-gouttes pour couvrir les frais de déménagement et les factures en retard. Eric et Marine étaient officiellement livrés à eux-mêmes avec des parents qui ne pouvaient plus se porter garant, ne pouvaient plus les soutenir, ne pouvaient plus prétendre être la réussite solide qu'ils avaient toujours présentée. Pendant un moment, je me suis demandé si je devais me sentir coupable de regarder tout cela se dérouler à des milliers de kilomètres. Mais ensuite, je me suis souvenu de la voix de ma mère disant « Nous disons aux gens que tu es dans les opérations. » Ça sonne mieux que dans le stockage, ou de mon père riant. Alors, notre plus grande déception, tandis que les verres trinquaient au-dessus de ma tête. Et la culpabilité s'est estompée pour laisser place à quelque chose de plus clair, quelque chose comme de la résolution. Car voici la leçon que j'ai apprise à mes dépens et la seule que je souhaite vraiment que quiconque entende cela retienne, le lien du sang ne donne à personne un droit permanent sur ton travail ou ton compte bancaire. Si quelqu'un te montre encore et encore qu'il valorise plus ce que tu fais pour lui que ce qu'il te valorise toi, ce n'est pas de la cruauté de t'éloigner. C'est du respect de soi. Mes parents ont choisi de se moquer et de rabaisser la même fille qui soutenait discrètement tout leur mode de vie. Ils ont choisi la fierté et les apparences plutôt que l'honnêteté et la gratitude. Et à la fin, quand l'argent a cessé d'arriver, la maison, les voitures, l'image, tout a disparu avec lui. Ils se sont retrouvés avec ce qu'ils avaient gagné, l'un l'autre, une pile de factures sans fille invisible pour les payer, et la connaissance que la personne qu'ils avaient appelée une déception a construit une vie sans eux, et a finalement, miraculeusement, cessé de s'excuser d'avoir choisi de se sauver.